On a choisi le titre suivant, hein, quelle place dans les systèmes allaitants pour les métailles fourragées dans le contexte de changement climatique. Alors sur la ferme de Torigné d'Anjou, en fait c'est une culture qu'on a énormément travaillée et je vais vous expliquer pourquoi avec des rappels de contexte. Alors Torigné c'est où? C'est à 20 km au nord d'Angers. On est sur des potentiels agronomiques très modestes, donc des sols à faible profondeur, à peu près entre 30 et 40 cm de profondeur, avec une charge en cailloux qui est assez importante, 20% sur l'horizon superficiel. Et puis après, en fait, en dessous de cet horizon superficiel, on a ce qu'on appelle de la liose ou du mâche-fer. C'est une précipitation du fer et du manganèse qui font qu'on a une roche qui est complètement imperméable. Donc du coup, un milieu qui est très séchant en été et très hydromorphe en hiver. Notre support d'étude, ça va être le sol, les hectares qu'on a à disposition. Donc sur la ferme, on a 145 hectares. Et l'objectif, ça va être de sortir, de produire un maximum de viande par hectare. Et pour ce faire, on a un troupeau de race limousine, conduit en double période de vélage stricte, donc des vélages dits d'automne, septembre-octobre, et des vélages de printemps, mars-avril. Le troupeau, il est conduit dans un système naisseur-engraisseur, donc la quasi-totalité des animaux sont engraissés sur la ferme, les vaches sont valorisées en vaches de réforme, et les mâles sont valorisés en bœufs, parce que la ferme de Torigné d'Anjou, elle est conduite en agriculture biologique. Et dernier point sur la conduite du troupeau, l'ensemble des génisses sont mises à la reproduction pour un premier vélage à 2 ans. Voilà. Alors, pourquoi s'être intéressé aux associations céréales protéagineux? La ferme, elle a 25 ans. Sur les premières années, ils ont cultivé du maïs. Ils étaient sur un système assez classique, maïs et prairies, raigrats anglais, trèfle blanc. Et rapidement, ils ont vu les limites de ce système fourragé dans ce contexte. C'est-à-dire que les rendements en maïs, sur les 8 premières années, ils étaient en moyenne à 7,7 tonnes de matière sèche, avec un écart type de 4 tonnes, soit un coefficient de variabilité de 53%. Donc une culture en fait très aléatoire dans la capacité à produire un rendement stable, et donc qui n'était pas du tout un facteur de robustesse à l'échelle du système, et qui au contraire en fait avait plutôt tendance à mettre en danger le système fourragé. Donc du coup, c'est poser la question des céréales protéagineux, en se disant est-ce que c'était un levier plus efficace pour sécuriser le système fourragé. Alors là, j'ai choisi de vous présenter cette illustration pour vraiment voir où sont les aléas climatiques dans notre contexte des Pays de la Loire et du Maine-et-Loire, et les mettre en lien avec les cultures fourragères. Donc on peut se mettre, on a identifié 3 fourrages majeurs. En vert, vous avez un peu le cycle de production de l'herbe. En jaune, celui du maïs. Et en marron, au milieu, celui des associations céréales protéagineux ou des métailles. Alors concrètement, nous, des aléas, on en a plusieurs. Si on les prend, le premier et le plus important, ça va être des sécheresses estivales. Donc on va avoir à partir du mois de juin, juillet, août et même jusqu'au mois de septembre. Et donc ces sécheresses, elles vont avoir tendance à pénaliser clairement les cultures de printemps, donc le maïs, qui sur la phase de levée en fait va pas se développer, et du coup derrière on aura des problèmes aussi au moment de la floraison, et qui font qu'on va avoir des rendements qui sont potentiellement fortement pénalisés. Cette sécheresse estivale, bien sûr, elle va aussi jouer sur les prairies. Les prairies, même sur les prairies bien installées, et fortement pénaliser leur production. Nos sécheresses estivales, en fait, avec les aléas climatiques et les évolutions climatiques qu'on perçoit, elles ont tendance à se prolonger jusqu'à la fin de l'été, début de l'automne, et donc à remettre aussi en cause, du coup, la culture du maïs sur l'ensemble de son cycle de production, mais les prairies sur la phase d'installation de ces dernières. Stéphane l'a dit, les prairies sont traditionnellement implantées en août-septembre. Et il s'avère que nous, dans notre contexte, en fait, implanter des prairies sur cette période-là, c'est plus du tout possible. Donc du coup, voilà cet aléa de sécheresse qui pénalise fortement ces 2 fourrages, avec en plus aussi, sur les périodes hivernales, des excès d'eau qui peuvent, eux, pénaliser des prairies tout juste installées. Et le phénomène est amplifié parce que nous, on est en agriculture biologique, donc le salissement, potentiellement, il est plus important. Et des prairies à peine installées, du coup, avec des excès d'eau hivernaux, clairement, elles sont pénalisées sur la phase de production au printemps. Et donc, il y a peut-être un fourrage qui peut échapper un peu à ces aléas climatiques, ces 3 aléas climatiques. Ça va être les associations céréales protéagineux. Alors, c'est vrai que nous, on parle beaucoup d'associations céréales protéagineux, on ne parle pas de métailles. Parce que le métail, en fait, selon le dictionnaire agricole, c'est un mélange de blé et de seigle.
Mais bon, on sait très bien que c'est ce nom qui est utilisé aujourd'hui dans les campagnes. Donc ce métail, on va le semer plutôt en fin octobre, début novembre, donc dans des conditions qui sont assez favorables, parce qu'en fait, souvent, on a pris de l'eau sur le mois d'octobre, donc du coup, le sol peut être préparé dans de bonnes conditions. Donc les conditions de levée sont favorables, donc la céréale est bien installée pour affronter l'hiver. Et l'idée, en fait, ça va être de le récolter au stade laiteux-pâteux de la céréale pour maximiser le rendement et surtout faire une récolte avant les épisodes de sécheresse hivernale. En l'occurrence, on voit que voilà, les épisodes de sécheresse estivaux. Et ces phénomènes de sécheresse, on les a à partir du mois de juin. Donc nous, l'idée, c'est d'aller jusqu'au mois de juin, vraiment au stade laiteux-pâteux de la céréale. Voilà, donc par rapport à ça, en fait, s'est posé beaucoup de questions. Alors, ouais, des éléments de définition avant. Qu'est-ce qu'on entend par métail? Donc c'est une association végétale de plusieurs céréales, plusieurs protéagineux. Les céréales majeures qu'on a tendance à retrouver, c'est le triticale, l'avoine et éventuellement le seigle et l'épeautre. Et associé à des protéagineux, donc souvent un ou deux protéagineux, le pois fourragé, la vesse et là, on a quelques travaux récents sur la févrole et on se rend compte que la févrole est beaucoup utilisée dans les élevages. Alors, pourquoi ces associations? Quel est l'objectif des éleveurs? Pour l'éleveur, en fait, l'objectif, c'est de récolter un mélange productif, assez riche en légumineuses pour assurer une bonne valeur nutritive. Donc, il y a l'enjeu de la part de légumineuses, tout en réduisant, en fait, la problématique de verse, c'est-à-dire pas maximiser la part de protéagineux au risque de ne pas pouvoir récolter le fourrage dans de bonnes conditions. Et après, d'avoir potentiellement aussi un fourrage qui peut avoir une double utilisation, soit une récolte en ensilage, soit en grain, en fonction des années, donc un fourrage qui amène de la souplesse. Alors, on s'est posé plusieurs questions pour traiter de ces fourrages. Donc là, je vais vous présenter des résultats issus de 20 années de recherche conduites sur la ferme. Les principales questions, en fait, dans une logique d'optimisation de la production par hectare est relativement économe, c'est quelle part de protéagineux maximum on peut avoir dans ce type de mélange, quelles céréales en association, et enfin, quel stade de récolte. On va vraiment rester dans cet exposé sur la partie fourrage, puis après, si vous avez des questions sur la partie zootechnique, j'y répondrai avec plaisir. Alors, les résultats que je vous présentais, ils sont basés sur des essais analytiques, donc des essais qu'on a réalisés en micro-parcelles. Alors, je le précise parce que du coup, c'est pas juste de simples observations qu'on a faites une année. Des essais analytiques, donc c'est des micro-parcelles, 3 mètres de large, 10 mètres de long, qui sont répétés à chaque fois, à chaque modalité. On va parler de modalités, donc là on a 6 modalités représentées par les 6 couleurs différentes, qui sont répétées à un instant donné, à l'échelle de l'année sur la même parcelle, au moins 4 fois. Et après, ce dispositif, il est répété minimum pendant 3 ans. Donc tous les résultats que je vais vous présenter, ça sera au minimum la synthèse, la moyenne de 12 points pour un même résultat. Donc, ce qui permet en fait d'intégrer toutes ces variations climatiques qu'on peut subir, mais aussi les variations de sol qu'on a à l'échelle des parcelles. Alors, premiers travaux qu'on a conduits, donc ont été publiés en 2014, c'est quelle composition et comment on fait en fait pour maximiser la part de protéagineux. On part de l'hypothèse que plus on met de protéagineux, plus la valeur nutritive du mélange est intéressante. C'est assez logique. Donc, on a testé différentes compositions. Utiliser un témoin semé à 320 grains par mètre carré de graines de triticale. On a regardé du coup derrière l'impact sur la verse dans le cas d'une récolte dite tardive, donc au stade laiteux-pâteux de la céréale. Bien sûr, sur ce type de fourrage, il n'y a pas de problème de verse. On y a associé donc le même triticale, on a un peu réduit la dose de semis, on y a associé 20 grains par mètre carré de pois fourragés. Là, en l'occurrence, on est arrivé au moment de la récolte avec des taux de protéagineux supérieurs à 25% et un risque de verse qui a été qualifié de faible, donc non problématique. On s'est dit, on peut peut-être augmenter la part de protéagineux, donc 2 nouvelles modalités. Un triticale pois fourragé, on passe de 20 grains par mètre carré de protéagineux, et un triticale pois fourragé vesse, où du coup, là, le protéagineux, on le divise en 2 protéagineux, 15 grains par mètre carré de pois fourragé, 15 grains par mètre carré de vesse, de manière à amener de la diversité. Qu'est-ce qu'on se rend compte avec ces 2 mélanges? C'est que le risque de verse, il reste moyen, et en tout cas maîtrisable à l'échelle de la parcelle et non problématique pour la récolte, donc on le qualifie de moyen et c'est non problématique. Par contre, la part de protéagineux, elle est d'autant plus importante qu'on arrive à diversifier la nature de ces protéagineux. Donc l'introduction de vesse
à la place, en substitution d'une partie du poids fourragé, permet en fait d'augmenter cette part de protéagineux et du coup, on va le voir après, d'augmenter la valeur nutritive. Et enfin, on a essayé d'aller plus loin en fait en augmentant encore cette part de protéagineux en passant par 20 grammes par mètre carré des deux protéagineux concernés. Et là, pour le coup, la problématique de verse est trop importante et détériore le chantier de récolte, donc ça en fait une solution peu robuste à l'échelle du système. Donc du coup, à l'issue de ces essais, retenir que dans le cas d'associations céréales protéagineux récoltées en ensilage, ne pas dépasser les 30 grammes par mètre carré dans le cas de récolte au stade laiteux-pâteux des céréales. Alors ensuite, donc on a vu la composition, problématique de la verse, quel niveau de productivité et quelle valeur nutritive. Donc on va s'intéresser aux modalités qui nous ont semblé les plus pertinentes au regard des essais antérieurs. Donc première série d'essais, donc là c'est 3 années, on a comparé le triticale à l'association triticale poids fourragé. Donc c'est le triticale 300 grammes par mètre carré, poids fourragé 30 grammes par mètre carré. Au niveau rendement, pas de différence. C'est-à-dire que l'ajout du protéagineux n'a pas tendance à doper la productivité de l'association. Ce qui est plutôt un point positif en fait, parce que le potentiel productif du protéagineux est moindre que celui de la céréale. Et du coup, l'association n'a pas pénalisé le rendement global. Donc c'était plutôt un bon résultat. Au niveau des valeurs nutritives, quand on introduit des protéagineux, logiquement, on enrichit en MAT. Voilà, donc on passe alors les données là, c'est les données en vert des fourrages. Donc 55 grammes de MAT dans le cadre du triticale et 90 dans le cas de l'association triticale poids fourragé. Au niveau énergétique, le protéagineux dope légèrement la valeur énergétique de l'association. Ce qui fait qu'on a un fourrage à 0,86 UF et 57 PDIN, 78 PDIE. Donc l'association ne pénalise pas le rendement, n'est pas problématique pour la verse et a tendance à augmenter la valeur nutritive. Donc on a tout intérêt à l'utiliser. On prend ces deux mêmes modalités et cette fois-ci, on la compare à... Non, on prend juste le triticale, on utilise le triticale poids fourragé VES. Donc ça, c'est la modalité qu'on a vue tout à l'heure qui permettait en fait d'avoir une part de protéagineux plus importante. Et on va cette fois-ci comparer à un triticale avoine poids fourragé VES. On diversifie encore plus pour voir si ça apporte quelque chose. Donc au niveau productivité, on n'a pas de différence significative. Nos 3 modalités sont équivalentes avec une productivité autour des 11 tonnes de matière sèche. Le pourcentage de protéagineux, donc de par l'introduction de VES, permet d'atteindre les 30%. Et donc on va voir ensuite que ces 30% permettent de doper significativement la valeur en MAT et donc la valeur en PDI. Donc en conclusion de cette série d'essais, ce qu'il faut retenir, c'est que ce mélange triticale poids fourragé VES semble être le plus robuste en fait pour amener un bon compromis entre productivité, valeur nutritive et maîtrise des problématiques de verse. Ensuite, on s'est interrogé sur les alternatives au triticale. Bon, le triticale, il a quand même la réputation de fonctionner dans beaucoup de conditions. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut substituer le triticale par du seigle ou de l'épeautre? Donc dans le cas du seigle, vous avez ici le rendement et la valeur alimentaire dans le cas de l'association triticale poids fourragé VES qu'on a comparé à seigle poids fourragé VES. Que retenir? Les bonnes années, le seigle, il est très productif, plus productif que le triticale. Par contre, dans le cas de mauvaises années, il est beaucoup moins productif et du coup, la valeur nutritive aussi se retrouve pénalisée. Donc du coup, le seigle, ça peut être une bonne solution les bonnes années, mais les mauvaises années, c'est l'association triticale poids fourragé, VES, qui est la meilleure. Donc quand on parle de robustesse, et à l'échelle des élevages, on aime bien aller chercher cette robustesse pour avoir de la stabilité en fait, dans les rendements d'une année à l'autre, et il semble plus opportun de travailler avec des associations triticale poids fourragé VES. L'utilisation de l'épeautre s'est retrouvée assez décevante, avec dans tous les cas et toutes les années, une baisse de productivité et une baisse de valeur nutritive par rapport au triticale. Donc voilà, donc ça fait que retenir à l'issue de toute cette série d'essais, qu'il y a un mélange qui s'en sort très bien, c'est le mélange triticale poids fourragé VES, qui permet d'avoir un fourrage qu'on va qualifier de robuste avec des niveaux de productivité assez constants et significatifs, et une valeur nutritive tout à fait intéressante, en tout cas dans l'utilisation qu'on peut avoir en troupeau allaitant.
autour de 0,77 UFL, 62 PDIN, 65 de PDIE, donc un fourrage productif qui est très très simple à corriger dans de nombreuses rations. Ensuite, on s'est interrogé sur l'incidence des stades de récolte, en faisant l'hypothèse que plus on récolte tôt, plus on pénalise le rendement, mais on peut potentiellement améliorer la valeur nutritive. Donc on est parti de notre mélange qui nous avait apporté beaucoup de satisfaction, donc, du coup triticale, VES, pois fourragé, à 30 grammes par mètre carré de protéagineux. Et on l'a étudié à 3 stades de récolte différents. Donc une récolte dite tardive, stade laiteux pâteux des céréales, qui est exactement ce que je vous ai présenté dans les résultats juste avant, avec une récolte intermédiaire autour de la mi-mai, qui correspond au stade floraison des céréales, et une récolte dite précoce au stade floraison des protéagineux. Alors qu'est-ce qu'on observe au niveau de la productivité? Eh ben ça va un peu du simple au double, en fait. Plus on récolte tôt, plus on pénalise la productivité, mais de manière très très significative. C'est-à-dire par rapport à notre témoin qui va être autour des... Enfin, en tout cas en moyenne à plus de 10 tonnes de matière sèche. Là, on va être autour des 5 tonnes de matière sèche avec juste un mois d'écart de récolte. Donc ce potentiel productif en fait qu'on a sur le mois de mai, on le perd avec ces récoltes dites précoces. Et en termes de valeur nutritive, et sur ce type de mélange, le gain est... c'est-à-dire que vous avez la courbe jaune avec les UF, donc on est à peu près à 0,82 dans le cas d'une récolte précoce et on va être à 0,8 dans le cas d'une récolte tardive. Donc l'enjeu, vous voyez, surtout pour des vaches allaitantes, hein, il est modeste. Sur les protéines, c'est un peu mieux, on va être à plus de 10 de MAT, que dans le cas d'une récolte tardive, on va être à un peu plus de 8. Donc là, il y a un effet. Néanmoins, en conclusion, hein, à l'issue de ces 3 années d'essai, la baisse importante de la biomasse fait que récolter ce type de mélange de manière plus précoce est très peu opportun pour les éleveurs. Alors, ensuite, on s'est dit, bon, ok, ce mélange, il ne fonctionne pas, mais peut-être qu'un autre mélange pourrait être plus intéressant dans le cas de récolte précoce. Donc, on a repris notre témoin, qui nous plaît bien jusqu'à présent, le triticale pois fourragé VES, qu'on a comparé à un autre mélange, un triticale pois fourragé VES et févrole. Donc, on a augmenté la part de protéagineux en se disant qu'on peut le faire parce qu'on veut faire des récoltes plus précoces, donc le mélange il sera moins sensible à l'averse. Et on a mis du coup une demi-dose de triticale et une demi-dose de févrole. Alors là, au niveau productivité, on est équivalent, c'est exactement dans le même sens que l'essai antérieur, donc un peu moins de 5 tonnes de matière sèche au stade floraison des protéagineux. Et par contre, en valeur nutritive, là, on arrive à avoir quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'on va atteindre les 16 de MAT, donc un fourrage qui devient intéressant avec peut-être une plus large gamme d'utilisation pour les bovins, notamment sur la partie engraissement. Après, voilà, au regard de ces résultats et du coût d'installation de ce type de culture, si l'éleveur est amené à notamment acheter dans le commerce l'ensemble des semences nécessaires, ça semble être une solution peu opportune dans nos systèmes allaitants, parce que ça fait un fourrage qui revient très très cher. Et au regard des marges qu'on peut avoir en troupeau allaitant, ça n'en fait pas une bonne solution. Enfin, pour terminer, toujours sur le stade de récolte, on a cette fois-ci travaillé sur 3 types de mélanges. On a croisé sur 3 stades de récolte. Donc une récolte comme tout à l'heure, hein, tardive, une récolte dite intermédiaire et une récolte dite précoce. Et on a testé 3 mélanges, notre témoin là, qui marche bien, triticale, pois fourragé, VES, donc on va appeler mélange plutôt céréales, qu'on a comparé à un mélange mixte, donc c'est celui que vous venez de voir avant, une demi-dose de triticale, une demi-dose de févrole, pois fourragé, VES, et enfin qu'on a comparé à un mélange très riche en protéagineux, avec du triticale, de l'avoine, du pois fourragé, de la VES, de la févrole et du pois protéagineux. On a vraiment chargé en protéagineux. Et on a voulu regarder l'impact des stades de récolte sur ces 3 mélanges. Donc en termes de productivité, dans le cas d'une récolte précoce, alors la récolte précoce, on n'a pas regardé l'impact sur notre mélange riche en céréales, parce qu'on a vu que c'était peu opportun, on l'a vu dans les essais antérieurs. Donc là, on a vu que notre mélange mixte
donc qui a une part de céréales plus importante, il permet d'avoir un meilleur niveau de productivité que notre mélange très très chargé en protéagineux, avec des productivités, cette fois-ci, un peu plus intéressantes que ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans le cas de la récolte intermédiaire, le potentiel productif, l'écart il diminue entre les deux modalités et elles sont quasiment équivalentes. Et enfin, dans le cas de la récolte tardive, on s'est rendu compte que notre mélange qui faisait un peu référence jusqu'à présent, très enrichi en céréales, était largement concurrencé par notre mélange dit intermédiaire, en fait, où on introduit un peu plus de protéagineux. Et ce mélange récolté tardivement plus riche en protéagineux, c'est possible parce qu'en fait, on n'utilise pas un protéagineux qui est trop sensible à l'averse. On a introduit du coup la févrole qui permet de s'affranchir de cette problématique. Voilà. Donc du coup, voilà, quand on voit cette répartition de la productivité en fonction des types de mélanges et des stades, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, c'est 120 kg de matière sèche par hectare et par jour au mois de mai. Donc on a vraiment tout intérêt à aller chercher un maximum de productivité pour profiter de ce potentiel productif qu'on a sur la période du mois de mai qui est très favorable à la pousse de ces mélanges. Alors, ces mélanges, donc, on retrouve les 3 stades de récolte avec les différents mélanges, et les croiser avec la valeur nutritive. Donc on l'a fait avec un code couleur. Donc on peut partir de notre témoin qui marche très bien en système allaitant, enfin en tout cas pour nourrir des vaches à la repro en hiver, ça marche très très bien. On le compare à l'extrême, notre mélange riche en protéagineux est récolté très précocement. Alors un potentiel productif moindre, où là on a des valeurs mais assez exceptionnelles, 0,95 UF 149 de MAT. Et une solution qui nous plaît bien en fait, c'est plutôt notre mélange dit mixte, dans le cas d'une récolte tardive, parce qu'en fait il permet légèrement de doper la productivité par rapport à notre témoin antérieur, et surtout d'avoir des niveaux de matière azotée plus importants grâce à l'apport de févrole. Et ça en fait vraiment une solution aujourd'hui assez robuste et qui permet encore une fois une plus large utilisation, notamment pour des catégories animales à plus fort besoin. On parle de génisses qu'on veut mettre à la reproduction à 15 mois pour des vélages à 2 ans, voire même des fois utiliser ce fourrage en partie dans des rations d'engraissement. Voilà, alors ça je le passe, on le réutilisera s'il y a des questions. Et enfin, pour terminer, regardez l'impact de l'aléa climatique, l'aléa météorologique sur ces associations végétales. Elles ont la particularité, ces associations, des fois c'est ce qu'on leur reproche, on sait ce qu'on sème, on ne sait pas ce qu'on récolte. Et en fait, on voit qu'il y a un point important des conditions hivernales. Donc là, sur ce graphe, vous avez en ordonnée la biomasse, et qui varie en fonction du coup du triticale et du protéagineux, enfin c'est la biomasse de triticale et la biomasse des protéagineux, et qui varie en fonction du nombre de jours avec un stress hydrique entre le février et la récolte, donc un déficit de biométrie. Et qu'est-ce qu'on voit en fait, c'est que plus le stress hydrique il est important, plus la part de céréales a tendance à diminuer significativement dans la biomasse récoltée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. Donc une baisse de la production de la céréale liée à un déficit hydrique. Bon, c'est pas un scoop, quoi, mais en tout cas, cette représentation permet vraiment de le voir. Et on voit que le protéagineux est beaucoup moins sensible à ça. Et en fait, on se rend compte que dans des années vraiment où le stress hydrique il est important, certes, on a une baisse de productivité, mais qui s'explique principalement par la baisse de la productivité de la céréale et en aucun cas de celle du protéagineux. Donc on se retrouve des fois avec des parts de protéagineux plus importantes dans les mélanges et du coup des mélanges d'un point de vue valeur nutritive qui sont plus intéressants. Et à l'opposé, dans le cas d'un excès d'eau hivernal, et là on va juste regarder l'impact sur la valeur azotée, et on voit que l'excès d'eau a tendance à pénaliser la valeur azotée tant des protéagineux que des céréales. Donc en fait, une culture qui reste légèrement sensible sur des aspects valeurs nutritives à ces excès d'eau hivernaux. Donc en guise de conclusion, dans notre contexte de Torigny d'Anjou, là, en Pays de la Loire, qui je pense est assez proche de ce que vous avez ici après avoir écouté l'exposé de Stéphane,
Et ben, ce fourrage, c'est vraiment aujourd'hui, il est incontournable. Il est incontournable pour maintenir en fait le chargement qu'on a sur la ferme. Sur la ferme, on a 1,1 UGB par hectare de SFP. Si demain on n'avait plus ce fourrage, clairement, il faudrait diminuer le chargement. On ne pourrait pas faire autant parce que là, voilà, on a quasiment plus de 8 tonnes qui sont garanties tous les ans par hectare. Donc voilà. Donc il est utilisé de manière généralisée sur la ferme, hein, 7-8 hectares par an. On a des rendements. Donc, c'est 15 années de rendement, donc qui tourne autour de 8,5 tonnes de matière sèche, avec un coefficient de variabilité de 26%, donc qui est assez faible en fait. Aujourd'hui, il est ensilé en coupe directe. Ça permet vraiment de réduire le coût de récolte. Et un taux de matière sèche de 35%, donc qui correspond à un stade laiteux-pâteux des céréales. Et quand on remet tout ça en boucle, en fait, c'est le fourrage qui économiquement est le plus intéressant, enfin le fourrage stocké, pardon, qui est le plus intéressant à l'échelle de l'élevage. Néanmoins, il y a 2 points de vigilance qu'il faut avoir. C'est l'évolution rapide du stade de récolte. Il ne faut pas trop se louper, quoi, parce qu'aller récolter ça à 40% de matière sèche, ça change un peu l'utilisation en hiver. Il y a des nouvelles contraintes qui peuvent arriver. Et avec des taux de matière sèche aussi élevés, en fait, c'est l'importance du traitement. Donc au moment du chantier, pour vraiment assurer un bon niveau de conservation, sachant que jusqu'à présent, on a toujours, nous, réussi à s'affranchir de conservateurs. Autre point fort de ce fourrage, c'est qu'il peut avoir une double fin, c'est-à-dire qu'il peut être soit récolté en fourrage, soit récolté en grain. Donc en fonction des années, ça peut être un moyen de s'adapter. L'adaptation se fait plutôt, on en prévoit en grain et on se retrouve en ensilé, parce que l'année fourragère est difficile. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, à l'issue de tous ces travaux, donc il y a 20 années de recherche, d'essais analytiques sur cette problématique, on peut dire qu'il y a une solution qui aujourd'hui nous paraît très intéressante, en tout cas la plus robuste. C'est un mélange triticale, févrole, pois fourragé, vesse, qui permet en fait de clairement maximiser le rendement au regard de tout ce qu'on a pu tester et d'avoir des valeurs nutritives tout à fait compatibles avec l'ensemble des besoins des animaux qu'on peut trouver dans un troupeau allaitant.